Pour aller en face, je passe par réponse A, la voie numéro 1, réponse B, la voie numéro 2. À droite, le panneau carré bleu indique que la circulation se fait dans un seul sens dans cette rue. C'est un panneau d'indication de circulation à sens unique. Cela s'applique à tous les véhicules, y compris votre voiture. Le panneau rond en dessous interdit l'accès à cette route aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Le panneau bleu ne leur est donc pas adressé. En empruntant la voie numéro 2, je serais obligé de continuer à droite. Attention, dans cette situation, si vous utilisez la voie numéro 2 pour tourner à gauche, vous serez à contresens, ce qui est passible d'une amende de 135 € et d'une perte de 4 points. Seuls les véhicules arrivant en face et à gauche pourront s'engager dans cette rue. Le panneau triangle m'informe que je devrais leur céder le passage. La seule solution pour aller tout droit est de continuer sur la voie numéro 1. Pour aller en face, je passe par, réponse A, la voie numéro 1. Ce panneau annonce, réponse A, une impasse, réponse B, un sens interdit, réponse C, un sens unique. Ce panneau indique une impasse, c'est-à-dire une rue qui ne débouche pas sur une autre voie. Lorsque vous voyez ce panneau, il est important de savoir que vous ne pouvez pas continuer tout droit pour sortir par l'autre bout de la rue. Vous devez faire demi-tour ou trouver un autre chemin si vous entrez dans cette rue. Un sens interdit est matérialisé par ce panneau. Il signifie que seuls les usagers arrivant en face sont autorisés à circuler sur cette route. Un sens unique est matérialisé par ce panneau. Cela signale que les véhicules motorisés sont autorisés à circuler uniquement dans mon sens de circulation. Ce panneau annonce réponse A, une impasse. Je suis autorisé à passer immédiatement après le passage du tramway. Réponse A, oui. Réponse B, non. Quand le feu passe au vert. Réponse C, oui. Réponse D, non. Dans cette situation, il est important de respecter la signalisation lumineuse. Même après le passage du tramway, vous n'êtes pas autorisé à passer tant que le feu est rouge. Vous devez attendre que le feu passe au vert avant de franchir l'intersection. Il est dangereux de s'engager si le feu est toujours rouge, car d'autres véhicules, y compris d'autres tramways ou piétons, peuvent encore être en circulation. Franchir le feu au rouge est puni d'une amende de 135 € et d'un retrait de 4 points. Je suis autorisé à passer immédiatement après le passage du tramway. Réponse B, non. Quand le feu passe au vert, réponse C, oui. Réponse B et C. Ce type de roue de secours galette me permet de rouler à une vitesse maximum de réponse A, 50 km/h, réponse B, 80 km/h. Ce type de roue de secours est obligatoire. Réponse C, oui. Réponse D, non. Cette roue de secours de type galette est un modèle temporaire conçu pour vous dépanner en cas de crevaison. Cependant, elle a des limitations strictes à respecter. Elle ne vous permet de rouler qu'à une vitesse maximale de 80 km/h. Elle est uniquement destinée à vous permettre de rejoindre un garage ou un centre de réparation pour faire remplacer ou réparer votre pneu défectueux. Assurez-vous de ne pas utiliser cette roue sur une longue distance ni à haute vitesse. À noter, bien que fortement recommandée, posséder une roue de secours dans son véhicule n'est pas obligatoire en France. Ce type de roue de secours galette me permet de rouler à une vitesse maximum de réponse B 80 km/h est obligatoire, réponse D non, réponse B et D. En cas de panne de batterie, le moteur du véhicule branché à ma batterie doit être réponse A allumé, réponse B éteint.
En cas de panne de batterie, il est possible de s'aider d'un autre véhicule pour démarrer. Pour cela, on utilise des câbles spéciaux afin de relier les deux batteries. Il suffit de brancher les bornes positives entre elles et de faire la même chose avec les bornes négatives. Au moment d'allumer le moteur de la voiture en panne, il est important que le moteur du véhicule de secours soit en marche. Sinon, celui-ci risque de ne pas délivrer suffisamment de puissance. Et si l'on insiste, les deux véhicules seront en panne de batterie. Si votre batterie est à plat, vous pouvez aussi utiliser un chargeur de batterie. En cas de panne de batterie, le moteur du véhicule branché à ma batterie doit être, réponse A, allumé. Je suis autorisé à dépasser par la droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Dépasser par la gauche. Réponse C, oui. Réponse D, non. Sur une autoroute, il est toujours interdit de dépasser par la droite. Le dépassement doit toujours s'effectuer par la gauche, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, comme par exemple si la file de gauche est plus lente à cause de la densité du trafic. Donc attention, le dépassement par la droite est sanctionné d'une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points. Je suis autorisé à dépasser par la droite. Réponse B, non. Dépasser par la gauche. Réponse C, oui. Réponse B et C. Si tu souhaites obtenir ton code rapidement, abonne-toi, mets un like pour plus de contenu et dis-moi dans les commentaires à combien de fautes tu en es. Sur un parking, le stationnement en diagonale s'appelle réponse A, un stationnement en créneau, réponse B, un stationnement en bataille, réponse C, un stationnement en épi. Le stationnement en diagonale tel que celui que vous voyez sur l'image s'appelle un stationnement en épi. Contrairement au stationnement en créneau qui est parallèle à la chaussée ou au stationnement en bataille qui est perpendiculaire à la chaussée, le stationnement en épi se fait en biais, souvent à un angle de 45 degrés par rapport à la bordure du trottoir ou de la chaussée. Il est souvent utilisé dans les parkings pour faciliter les manœuvres d'entrée et de sortie des véhicules. Sur un parking, le stationnement en diagonale s'appelle, réponse C, en épi. Pour rechercher un contact, je détourne les yeux de la route, réponse A, 1 seconde, réponse B, plusieurs secondes, mon temps de réaction dure environ, réponse C, 1 seconde, réponse D, plusieurs secondes. Lorsque vous détournez les yeux de la route, comme pour chercher un contact ou envoyer un message, votre attention est détournée pendant plusieurs secondes. Cela augmente considérablement le risque d'accident. Le temps de réaction moyen est d'environ 1 seconde. Pendant ce laps de temps, votre véhicule continue d'avancer sans contrôle de votre part. Par exemple, à 30 km/h, on parcourt environ 10 mètres en 1 seconde. Tenir un téléphone à la main en conduisant vous expose à 135 € d'amende et un retrait de 3 points. Pour rechercher un contact, je détourne les yeux de la route. Réponse B, plusieurs secondes. Mon temps de réaction dure environ. Réponse C, 1 seconde. Réponse B et C. Lorsque cette commande est activée, elle verrouille l'ensemble des portières. Du côté intérieur du véhicule, réponse A, oui. Réponse B, non. Du côté extérieur du véhicule, réponse C, oui. Réponse D, non. Cette commande s'appelle le verrouillage centralisé. Elle verrouille simultanément toutes les portières du véhicule. Elle a la même fonction que la télécommande du véhicule. Dans la plupart des cas, même si les portes sont verrouillées, il suffit d'actionner la poignée intérieure pour déverrouiller et ouvrir la porte. À ne pas confondre avec la commande de sécurité enfant qui verrouille l'ouverture des fenêtres arrière. Lorsque cette commande est activée, elle verrouille l'ensemble des portières du côté intérieur du véhicule. Réponse B, non. Du côté extérieur du véhicule, réponse C, oui. Réponse B et C.
L'avertisseur de sortie de fil à fil se déclenche si je n'ai pas mis mon clignotant. Réponse A oui, réponse B non, est un élément de sécurité active. Réponse C oui, réponse D non. L'avertisseur de sortie de fil à fil se déclenche lorsque le véhicule dévie de sa trajectoire sans l'utilisation du clignotant. Cela signifie que si vous changez de voie sans indiquer votre intention, ce système émettra une alerte sonore, visuelle ou vibratoire pour vous rappeler de corriger votre trajectoire. C'est un outil conçu pour prévenir les accidents dus à la somnolence ou à l'inattention, en vous aidant à rester dans votre voie de circulation. Attention, changer de fil sans mettre son clignotant est passible d'une amende de 35 € et d'une perte de 3 points. Ce système est bien un élément de sécurité active, car il agit en temps réel pour prévenir des situations dangereuses, à l'inverse de la ceinture de sécurité ou de l'airbag, qui sont des systèmes de sécurité passive. L'avertisseur de sortie de fil à fil se déclenche si je n'ai pas mis mon clignotant. Réponse A oui, est un élément de sécurité active. Réponse C oui, réponse A et C. La ceinture de sécurité est correctement installée en réponse A numéro 1, réponse B numéro 2, réponse C numéro 3. La ceinture de sécurité est essentielle car elle réduit significativement le risque de blessures graves ou mortelles en cas d'accident. Elle maintient les occupants du véhicule en place en répartissant les forces d'impact sur les parties les plus résistantes du corps. Sur l'illustration numéro 1, la ceinture est vrillée au niveau du bassin et de la poitrine du personnage, ce qui ne maximise pas son efficacité. Dans le cas numéro 2, la ceinture est sous le bras du personnage, ce qui en cas de choc pourrait causer de graves blessures au niveau de son abdomen. Dans le cas numéro 3, la ceinture est correctement positionnée et offrira le maximum de ses capacités de sécurité. À retenir, ne pas mettre sa ceinture de sécurité peut entraîner une perte de 3 points et une amende de 135 €. La ceinture de sécurité est correctement installée en réponse C numéro 3. Je suis autorisé à m'arrêter si je tourne à gauche. Réponse A oui, réponse B non. Si je tourne à droite, réponse C oui, réponse D non. Le panneau de gauche indique une interdiction de stationner, mais vous êtes autorisé à vous arrêter temporairement. Celui de droite, par contre, interdit à la fois le stationnement et l'arrêt, ce qui signifie que vous ne pouvez pas vous arrêter, même pour un court instant. Attention, le non-respect de ces règles sont passibles d'une amende de 35 €, pouvant aller jusqu'à 375 € pour un stationnement très gênant. Je suis autorisé à m'arrêter si je tourne à gauche. Réponse A, oui. Si je tourne à droite, réponse D, non. Réponse A et D. Pour économiser du carburant et réduire les émissions polluantes, je dois, réponse A, adopter une conduite souple. Réponse B, rouler constamment à la vitesse maximum autorisée. Réponse C, utiliser le régulateur de vitesse. Réponse D, vérifier la pression des pneus. Pour économiser du carburant et réduire les émissions polluantes, vous devez adopter une conduite souple en évitant les accélérations et les freinages brusques, anticiper le trafic et utiliser le régulateur de vitesse sur autoroute afin de maintenir une vitesse constante. Il est important de bien entretenir votre véhicule, notamment en vérifiant régulièrement la pression des pneus. Réduisez votre vitesse, surtout sur autoroute, et évitez de laisser tourner le moteur au ralenti lors d'arrêts prolongés. En revanche, vous ne devez pas surcharger inutilement votre véhicule, ignorer les entretiens réguliers, abuser de la climatisation,
ou laisser un coffre de toit si vous ne l'utilisez pas. Pour économiser du carburant et réduire les émissions polluantes, je dois, réponse A, adopter une conduite souple, réponse C, utiliser le régulateur de vitesse, réponse D, vérifier la pression des pneus, réponse A, C et D. Quelle trajectoire ce conducteur doit-il suivre pour tourner à gauche? Réponse A, trajectoire numéro 1, réponse B, trajectoire numéro 2, réponse C, trajectoire numéro 3. Bien que les trajectoires numéro 1 et 2 semblent similaires, la trajectoire numéro 1 n'est pas appropriée pour tourner à gauche. En effet, si un véhicule circule sur la voie extérieure du carrefour entre la deuxième et la troisième sortie, cette trajectoire l'obligerait à lui couper la route. La trajectoire numéro 1 est en réalité conçue uniquement pour faire un demi-tour. Pour emprunter la sortie de gauche, la trajectoire numéro 2 est la plus sûre, car en passant sur la boucle extérieure au niveau du second cédé-le-passage, il se positionnera correctement pour prendre la sortie numéro 3 sans couper la route à d'autres véhicules. La trajectoire numéro 3 est la mieux adaptée pour sortir à la première et à la deuxième sortie. Quelle trajectoire ce conducteur doit-il suivre pour tourner à gauche? Réponse B, trajectoire numéro 2. Dans une longue descente, je me sers principalement, réponse A, du frein moteur, réponse B, de la pédale de frein. Afin d'économiser du carburant, je coupe le moteur. Réponse C, oui. Réponse D, non. Dans une longue descente, il est essentiel de se servir principalement du frein moteur. Cela consiste à utiliser la résistance naturelle du moteur pour ralentir le véhicule en rétrogradant les rapports de vitesse. Appuyer trop fréquemment sur la pédale de frein peut entraîner une perte d'efficacité et une usure prématurée des freins. Attention, il ne faut jamais couper le moteur lorsqu'un véhicule est en mouvement, car cela désactiverait la direction assistée et les freins. Dans une longue descente, je me sers principalement, réponse A, du frein moteur. Afin d'économiser du carburant, je coupe le moteur. Réponse D, non. Réponse A et D. Pour circuler, la vignette critère est obligatoire. Réponse A, sur l'ensemble du territoire français. Réponse B, dans certaines zones spécifiques. Cette vignette n'est pas obligatoire sur l'ensemble du territoire français. Elle est seulement nécessaire dans certaines zones spécifiques, appelées zones à faible émission, comme Paris, Grenoble, Lyon, ou lors de périodes de restriction de la circulation à cause de la pollution. Ces zones sont généralement situées dans les grandes villes ou agglomérations qui cherchent à réduire la pollution atmosphérique. Attention, circuler dans ces zones sans vignette vous expose à une amende de 68 €. Pour circuler, la vignette critère est obligatoire, réponse B, dans certaines zones spécifiques. Dans cette situation, je passe. Réponse A, oui. Réponse B, non. Dans cette situation, il est essentiel de ne pas passer. Le panneau rond à droite est un panneau de céder le passage aux véhicules venant en face, ce qui est crucial en raison du virage à droite sans visibilité. Le panneau rouge avec une barre blanche horizontale tenue par l'employé signifie arrêt absolu, ce qui implique l'obligation de s'arrêter complètement. Cela garantit la sécurité des conducteurs dans les deux directions, en évitant les risques d'accident dus à la visibilité limitée. Ainsi, dans cette situation, il est impératif de respecter les panneaux de signalisation et les indications de l'employé en s'arrêtant complètement, afin de pouvoir reprendre la route en toute sécurité. Dans cette situation, je passe. Réponse B, non. Parmi ces panneaux, lequel annonce une zone piétonne? Réponse A, panneau numéro 1. Réponse B, panneau numéro 2. Réponse C, panneau numéro 3. Réponse D, panneau numéro 4.
Le panneau qui annonce une zone piétonne est le panneau numéro 1. Ce panneau indique que l'accès est réservé aux piétons et aux cyclistes. Les véhicules motorisés y sont interdits, sauf exception. Le panneau numéro 3 désigne une zone favorisant la cohabitation entre les différents usagers de la route, limitant la vitesse à 30 km/h. Le panneau numéro 3 signale un passage piéton à hauteur du panneau. Le panneau numéro 4 indique une zone de rencontre. Dans cet espace, les piétons, les cyclistes et les véhicules cohabitent et la vitesse y est limitée à 20 km/h. Parmi ces panneaux, lequel annonce une zone piétonne? Réponse A, panneau numéro 1. Je dirige mon regard vers là. Réponse A, zone 1. Réponse B, zone 2. Je passe en feu 2. Réponse C, route. Réponse D, croisement. Je circule de nuit hors agglomération et sans éclairage public. Un véhicule arrive en face de moi avec des feux puissants. Il ne roule peut-être pas en plein phare, mais la lumière m'éblouit. Dans cette situation, il est important de diriger le regard vers la zone 2, afin d'éviter d'être ébloui. Dans le même temps, il est impératif de passer en feu de croisement pour ne pas l'éblouir à mon tour. Attention, si vous laissez vos pleins phares allumés, vous risquez une contravention de 135 € sans perte de points. Je dirige mon regard vers la réponse B, zone 2, je passe en feu 2, réponse D, croisement, réponse B et D. Le covoiturage permet de devenir copropriétaire d'un véhicule. Réponse A, oui. Réponse B, non. De voyager à plusieurs dans le même véhicule. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le covoiturage est une pratique qui consiste à partager un véhicule pour effectuer un trajet commun. Cette méthode de déplacement permet de réduire les coûts de transport en partageant les frais de carburant et de péage entre les passagers. Le covoiturage diminue le nombre de véhicules, réduit les embouteillages et la pollution. La copropriété permet à plusieurs personnes de partager les coûts d'acquisition et d'entretien d'un bien. Le covoiturage permet de devenir copropriétaire d'un véhicule. Réponse B, non. De voyager à plusieurs dans le même véhicule. Réponse C, oui. Réponse B et C. La commande de l'essuie-glace arrière et du désembuage de la lunette arrière se trouve généralement, réponse A, au même endroit, réponse B, à deux endroits différents. La commande de l'essuie-glace arrière et celle du désembuage de la lunette arrière se trouvent généralement à deux endroits différents dans un véhicule. Habituellement, la commande de l'essuie-glace arrière est située sur le levier multifonction à droite du volant, souvent le même que celui qui contrôle les essuie-glaces. Quant à la commande du désembuage de la lunette arrière, elle se trouve généralement sur le tableau de bord central, souvent près des commandes de climatisation ou de chauffage. Cette séparation permet d'activer chaque fonction indépendamment et facilement. La commande de l'essuie-glace arrière et du désembuage de la lunette arrière se trouve généralement, réponse B, à deux endroits différents. Roulant à une vitesse de 90 km/h, je suis autorisé à m'engager sur la voie de droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Les panneaux carrés bleus à gauche et à droite m'indiquent qu'à partir de maintenant et sur les 2000 prochains mètres, la route comportera 3 voies dans mon sens de circulation. Le panneau rond bleu m'annonce qu'à droite, une voie pour véhicules lents va apparaître. Cette voie spéciale se matérialise par une ligne blanche discontinue et large. Vous pouvez emprunter cette voie si vous tractez une caravane ou si votre véhicule rencontre des difficultés à une vitesse maximum de 60 km/h. Attention, les conducteurs de véhicules sans contrainte utilisant cette voie s'exposent à une amende de 35 €
sans perte de points. Roulant à une vitesse de 90 km/h, je suis autorisé à m'engager sur la voie de droite. Réponse B, non. Je viens de recevoir une notification de la perte d'un point sur mon permis. Je pourrais récupérer automatiquement ce point dans réponse A, 3 mois, réponse B, 6 mois, réponse C, 1 an. La récupération d'un seul point sur le permis prend 6 mois, à condition de ne pas commettre d'autres infractions entraînant une perte de points durant cette période. Si vous perdez 2 points sur votre permis en moins de 6 mois, vous récupérez automatiquement tous vos points après 2 ans sans nouvelle infraction. Attention, en tant que jeune conducteur, dès la perte d'un point, le renouvellement automatique de points cesse. Je récupérerai un point au bout de 6 mois, puis je resterai à 6 points jusqu'à la fin de ma période probatoire, si je ne perds pas d'autres points. Je viens de recevoir une notification de la perte d'un point sur mon permis. Je pourrais récupérer automatiquement ce point. Réponse B, dans 6 mois. La vision centrale permet principalement de réponse A, percevoir les obstacles. Réponse B, évaluer les distances avec les autres véhicules. La vision périphérique est particulièrement utile pour réponse C, détecter les mouvements latéraux. Réponse D, lire la vitesse sur le compteur. La vision centrale et la vision périphérique sont deux types de perception visuelle qui ont des rôles différents mais complémentaires. La vision centrale vous permet de percevoir les détails précis de votre environnement, comme la lecture des panneaux ou la détection des obstacles directement devant vous. C'est cette vision qui vous aide à vous concentrer sur la route en face. En revanche, la vision périphérique, qui entoure votre vision centrale, est utile pour détecter les mouvements latéraux et les changements dans votre environnement, comme un piéton ou un véhicule qui arrive de côté. Bien que la vision centrale soit celle qui vous guide, la vision périphérique est cruciale pour percevoir les dangers venant des côtés. La vision centrale permet principalement de réponse A, percevoir les obstacles, réponse B, évaluer les distances avec les autres véhicules. La vision périphérique est particulièrement utile, réponse C, pour détecter les mouvements latéraux. Réponse A, B et C. Je tiens compte du panneau sous le feu lorsque les feux fonctionnent. Réponse A, oui. Réponse B, non. Lorsque les feux sont en panne. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panneau sous le feu tricolore indique une direction obligatoire. Il m'indique que dans cette voie, je suis obligé de tourner à gauche. Lorsque les feux fonctionnent, c'est bien le feu qui prime, sauf pour les panneaux d'obligation. Je tiens compte du panneau sous le feu lorsque les feux fonctionnent. Réponse A, oui. Lorsque les feux sont en panne, réponse C, oui. Réponse A et C. Dans cette situation, je dois, réponse A, ralentir et serrer à droite, réponse B, klaxonner et faire des appels de phare. Un tracteur, des camions et des voitures arrivent en face de moi. Ils sont certainement bloqués derrière le tracteur depuis un moment et vont certainement tenter un dépassement. Les poids lourds prennent beaucoup de place sur la chaussée et risquent à tout moment de faire un écart. L'urgence pour moi n'est pas de klaxonner ou de faire des appels de phare, ils m'ont certainement déjà vu. L'urgence, c'est d'éviter un accident et faire en sorte que le croisement se déroule de façon sécurisée, donc de ralentir et de serrer à droite. Dans cette situation, je dois, réponse A, ralentir et serrer à droite. Dans cette situation, je passe. Réponse A, oui. Réponse B, non.
Lorsque le feu passe à l'orange, cela signifie que vous devez vous arrêter si vous le pouvez et en toute sécurité. La règle générale est que vous ne devez pas franchir le feu une fois qu'il est orange. Si vous êtes trop proche et que vous ne pouvez pas vous arrêter en toute sécurité sans risquer de freiner brusquement et de mettre en danger les autres usagers de la route derrière vous, vous pouvez continuer et passer l'intersection. En résumé, si vous vous arrêtez à ce feu, vous allez piler et surprendre les usagers de derrière, donc potentiellement créer un risque d'accident. À noter, en agglomération, la durée du feu orange est de 3 secondes, alors qu'hors agglomération, il est de 5 secondes. Dans cette situation, je passe, réponse A, oui. Avec mon permis B, je suis autorisé à conduire. Réponse A, un véhicule avec 9 places assises. Réponse B, une moto de plus de 125 cm3. Réponse C, une camionnette avec un PTAC ou MMA de moins de 3,5 tonnes. Avec votre permis B, vous êtes autorisé à conduire des véhicules dont le poids total autorisé en charge ou masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes. Des véhicules avec un minimum de 9 places assises, conducteurs compris, des camping-cars dont le PTAC ne dépasse pas 3,5 tonnes, une remorque légère dont le PTAC est inférieur ou égal à 750 kg, une remorque plus lourde dont le PTAC est supérieur à 750 kg à condition que la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes. Pour pouvoir conduire un scooter ou une moto 125 cm3, vous devez suivre une formation obligatoire coûtant environ 300 €. Avec mon permis B, je suis autorisé à conduire. Réponse A, un véhicule avec 9 places assises. Réponse C, une camionnette avec un PTAC ou MMA de moins de 3,5 tonnes. Réponse A et C. L'ABS fonctionne, réponse A, uniquement sur sol sec, réponse B, uniquement sur sol humide, réponse C, sur les deux types de sol. L'ABS, ou système anti-blocage des roues, est conçu pour fonctionner efficacement sur tout type de surface, qu'elle soit sèche ou humide. Ce système de sécurité intervient automatiquement lorsque vous freinez brusquement, empêchant les roues de se bloquer. Cela vous permet de conserver le contrôle de la direction de votre véhicule, même en situation d'urgence. L'ABS fonctionne, réponse C, sur les deux types de sol. À une vitesse de 100 km/h sur sol sec, la distance d'arrêt est d'environ réponse A 80 mètres, réponse B 100 mètres, réponse C 120 mètres. Cette distance se calcule en multipliant la dizaine de la vitesse par elle-même. Par exemple, 10 fois 10 est égal 100 mètres. Cette formule simplifiée permet d'estimer rapidement la distance d'arrêt. Il est important de noter que cette distance d'arrêt comprend à la fois la distance parcourue pendant le temps de réaction du conducteur et la distance de freinage effective du véhicule. À une vitesse de 100 km/h sur sol sec, la distance d'arrêt est d'environ, réponse B, 100 mètres. Pour réduire ma consommation de carburant dans cette situation, je relâche la pédale d'accélérateur. Réponse A oui, réponse B non. Lorsque vous relâchez l'accélérateur, le mode passe en mode de ralenti, ce qui réduit la consommation de carburant, car moins de carburant est injecté dans les cylindres du moteur. En maintenant une vitesse constante ou en décélérant doucement, vous permettez également au véhicule de conserver son élan et son énergie cinétique, plutôt que la dissiper sous forme de chaleur par des freinages brusques.
De plus, éviter les accélérations excessives et les freinages fréquents permet de maintenir une conduite plus fluide et efficace, ce qui est bénéfique pour réduire la consommation de carburant et l'usure des composants du véhicule. Pour réduire ma consommation de carburant dans cette situation, je relâche la pédale d'accélérateur. Réponse A, oui. La balise indiquant un obstacle se trouve en réponse A, zone 1, réponse B, zone 2. La balise indiquant un virage se trouve réponse C, zone 1, réponse D, zone 2. La balise numéro 1 indique un virage dangereux. Elle signale également la direction que prend la route. La balise numéro 2 indique la présence d'un obstacle. Elle est installée à proximité immédiate d'un obstacle pour attirer l'attention du conducteur. Il existe plusieurs types de balises. Elles jouent tout un rôle important dans la sécurité routière en informant les conducteurs des dangers imminents sur la route. La balise indiquant un obstacle se trouve en réponse B, zone 2. La balise indiquant un virage se trouve réponse C, zone 1, réponse B et C. Ce cycliste, réponse A, salue un piéton, réponse B, indique un changement de direction. Les cyclistes ont eux aussi des règles à respecter. Respecter le code de la route, porter un casque, utiliser des voies cyclables lorsqu'elles sont disponibles, équiper son vélo, ne pas rouler sur les trottoirs, être visible, respecter les piétons et signaler leur changement de direction en utilisant des signaux manuels. Dans le cas présent, le cycliste nous indique son intention de tourner à gauche. Ce cycliste, réponse B, indique un changement de direction. Pour éliminer une unité d'alcool comprenant 10 grammes d'alcool pur, il faut environ réponse A, une demi-heure, réponse B, 1 heure, réponse C, plus de 2 heures. Une unité d'alcool correspond à une dose ou un verre d'alcool servi dans un pub ou un restaurant. Le taux d'alcoolémie atteint son maximum après 1 heure si l'on a mangé et entre 15 et 30 minutes quand on est à jeun. L'élimination de l'alcool par le corps est lente. Pour éliminer un verre, il faut environ 1 heure et demie à 3 heures suivant la corpulence et l'état du foie. Faites attention, en permis probatoire, il est interdit de prendre le volant même après avoir consommé un verre. Vous risquez d'être sanctionné par une amende pouvant aller jusqu'à 750 € et perdre votre permis. Pour éliminer une unité d'alcool comprenant 10 grammes d'alcool pur, il faut environ, réponse C, plus de 2 heures. Ce panneau annonce, réponse A, une entrée en agglomération, réponse B, une sortie d'agglomération. Ce panneau annonce une limitation de vitesse de, réponse C, 50 km/h, réponse D, 70 km/h. Sur l'image, le panneau de signalisation entouré en jaune indique une entrée en agglomération dans la ville de Près-sur-Arly. Cela signifie que vous entrez dans une zone urbaine, donc la vitesse maximale autorisée passe à 50 km/h. Ce type de panneau impose automatiquement cette limitation de vitesse en l'absence d'autres indications spécifiques. Lorsque je vois ce panneau, je dois m'attendre à croiser des piétons et donc de réduire ma vitesse. Ce panneau annonce réponse A, une entrée en agglomération. Ce panneau annonce une limitation de vitesse de réponse C, 50 km/h, réponse A et C. Ce véhicule souhaite s'insérer dans la circulation. Je dois m'arrêter. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je peux le laisser passer. Réponse C, oui. Réponse D, non. Un véhicule manœuvrant pour quitter son stationnement n'est pas prioritaire. Il doit être vigilant par rapport aux autres usagers et ne doit pas gêner la circulation.
Je ne dois pas m'arrêter pour le laisser passer, mais par courtoisie, je peux le laisser passer. Ce véhicule souhaite s'insérer dans la circulation, je dois m'arrêter, réponse B, non. Je peux le laisser passer, réponse C, oui. Réponse B et C. Sur quel type de route est-il interdit de faire demi-tour? Réponse A, une voie sans issue. Réponse B, une voie à sens unique. Réponse C, une autoroute. Réponse D, un parking. Ce panneau indique l'interdiction de faire demi-tour. Il est essentiel de savoir que sur certains types de routes, comme les voies à sens unique et les autoroutes, il est strictement interdit de réaliser un demi-tour pour des raisons de sécurité. Sur une voie à sens unique, un demi-tour serait dangereux car il vous placerait à contresens. Sur une autoroute, cela pourrait provoquer des accidents graves avec les autres véhicules roulant à grande vitesse. En revanche, dans un parking ou sur une voie sans issue, il est généralement permis de faire demi-tour. Sur quel type de route est-il interdit de faire demi-tour? Réponse B, une voie à sens unique. Réponse C, une autoroute. Réponse B et C. Avec mon permis probatoire, ma vitesse est limitée à... Réponse A, 130 km/h. Réponse B, 110 km/h. Avec votre permis probatoire, votre vitesse maximale va être limitée en fonction du type de chaussée. Sur l'autoroute, quand la vitesse est limitée à 130 km/h, vous serez limité à 110 km/h. Si la limitation de vitesse est inférieure à 130 km/h, eh bien vous serez limité à 100 km/h. Et sur route hors agglomération, à 80 km/h. Dans cette situation, vous serez limité à 110 km/h. Réponse B. Dans un tunnel, cet emplacement s'appelle une niche de sécurité. Réponse A, oui. Réponse B, non. Un emplacement d'arrêt d'urgence. Réponse C, oui. Réponse D, non. Dans un tunnel, il existe 3 dispositifs de sécurité importants à connaître. L'emplacement d'arrêt d'urgence, qui est une zone élargie sur le côté de la chaussée, elle permet de s'arrêter en cas de problème sans gêner la circulation. La niche de sécurité, c'est un espace creusé dans la paroi du tunnel, équipé d'un téléphone d'urgence et d'extincteur. Les sorties de secours, c'est une issue permettant d'évacuer le tunnel en cas de danger grave. Cette dernière est clairement indiquée par des panneaux lumineux et mène généralement vers une galerie sécurisée ou l'extérieur. Dans un tunnel, cet emplacement s'appelle une niche de sécurité. Réponse B, non. Un emplacement d'arrêt d'urgence. Réponse C, oui. Réponse B et C. Quel est le numéro de téléphone d'urgence européen? Réponse A, le 15. Réponse B, le 17. Réponse C, le 112. Réponse D, le 114. Pour prévenir les secours en cas d'urgence en France, vous pouvez composer plusieurs numéros. Le 112, c'est le numéro d'urgence européen accessible dans tous les pays de l'Union européenne. Il vous permet de joindre les services d'urgence tels que le SAMU, la police ou les sapeurs-pompiers. Ce numéro peut être composé gratuitement depuis n'importe quel téléphone, même sans crédit. Le 15, ce numéro est dédié au SAMU, service d'aide médicale d'urgence, et doit être composé en cas d'urgence médicale. Le 17, ce numéro est pour contacter la police ou la gendarmerie en cas de problème de sécurité ou d'infraction. Le 18, ce numéro est réservé aux sapeurs-pompiers et doit être utilisé pour signaler des situations d'urgence telles que des incendies ou des accidents. Le 114, ce numéro est spécifiquement destiné aux personnes sourdes ou malentendantes, permettant de communiquer avec une application ou par SMS. Le numéro de téléphone d'urgence européen est le réponse C 112. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que tu as appris de nouvelles choses. N'hésite pas à mettre un like pour me récompenser et à tout de suite dans une prochaine vidéo.